Monsieur le maire de Cergy, Madame l'adjointe au maire, Madame Solange maire, chers et distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour moi c'est une joie immense d'être ce soir ici à Cergy. Je vous remercie tous de l'accueil que j'ai eu dans votre ville. Et comme l'a dit celui qui m'a introduit, je compte sur vous pour changer la vie des femmes en République démocratique du Congo. La souffrance a trop duré, mais avec la volonté et ensemble, nous pouvons changer la situation des femmes en République démocratique du Congo. Il m'a été demandé de vous parler du viol comme arme de guerre et le modèle de prise en charge holistique que nous pratiquons à l'hôpital de Panzi depuis maintenant 20 ans. Mais je voulais d'abord introduire les violences sexuelles qui sont liées au conflit par le fait que cette pratique date depuis la nuit des temps. Un crime qui est invisible est souvent ignoré, considéré comme un dommage tout simplement collatéral et inévitable dans la guerre pendant plusieurs années. Mais depuis quelques années, il y a l'adoption de la résolution 1325 et 1820 du Conseil de sécurité, qui est une forme de reconnaissance de cette arme comme une arme de guerre, mais aussi exacerbe la situation de conflit en empêchant le rétablissement de la paix et de la sécurité. Et je crois que par ces résolutions, nous avions eu cette impression qu'il y avait un pas très important vers tout simplement l'annulation de cette arme pendant les conflits. En outre, ces actes odieux peuvent constituer non seulement un crime de guerre, mais un crime contre l'humanité, voire même un acte constitutif des crimes de génocide par rapport donc au statut de Rome qui établit la Cour pénale internationale. Tout ça, c'était des évolutions qui nous permettaient d'espérer. Et pour traiter un problème, il faut absolument connaître la cause de ces problèmes. Et donc, ce qui apparaissait dans l'histoire comme une conséquence inévitable, depuis ces crimes sont plutôt considérés comme des crimes qui peuvent être poursuivis, comme des crimes de guerre. Et je pense que ça crée des espoirs. Mais malheureusement, les fléaux de violences sexuelles continuent. Et là où nous travaillons, pendant plus de 20 ans, nous constatons que malgré ces avancées, malgré le fait que le viol a été reconnu dans les statuts de Rome, malheureusement, ces crimes continuent à se répandre dans tous les conflits. Et on peut même observer que ces crimes, parfois, il y a des gens qui nous disaient, voilà, c'est peut-être, ça arrive dans certains endroits isolés comme l'Afrique. Mais aujourd'hui, nous avions fait des enquêtes, j'ai moi-même voyagé, et partout il y a des conflits, malheureusement, l'usage du viol comme arme de guerre est courant. On voit par exemple en Tigré, Yémen, Myanmar, et plus proche de vous ici, en Ukraine, où nos équipes de Panzi ont été et de la fondation Mukwege travaillent en collaboration avec les autorités ukrainiennes pour apporter ces modèles de prise en charge holistique. Ceci pour vous dire que c'est un crime qui se commet
presque dans tous les conflits. Et ceci, c'est au mépris du droit international humanitaire. Les femmes et les enfants sont malheureusement les cibles des combattants pour désorganiser les communautés considérées comme des communautés ennemies et essayer de les assujettir en utilisant cette arme. En Bosnie, au Rwanda, au Soudan, le viol a été utilisé plutôt comme une technique de nettoyage ethnique. Au Nigeria, en Irak, en Syrie, la vente des femmes sur le marché d'esclaves fait tout simplement la honte de notre communauté internationale et doit nous interpeller tous. Je ne sais pas si à un moment vous imaginez qu'on mette des femmes avec des prix et que ces prix sont en fonction des descriptions que je trouve honteuses et que le monde ne puisse pas réagir. Nous avions vu toutes ces images sur les réseaux sociaux. En Colombie et en République démocratique du Congo, le viol a été et continue à être utilisé comme arme de guerre, mais ici c'est pour des intérêts plutôt économiques. Nous considérons que l'usage du viol dans les conflits aujourd'hui, c'est une véritable pandémie. L'hôpital des Panzi a été créé en 1999 et l'objectif, quand nous avions créé cet hôpital, c'était pour répondre à un besoin. La mortalité maternelle dans ma région, dans mon pays, est très élevée. 7 femmes sur 1000 meurent en accouchant, ce qui n'existait plus dans plusieurs pays développés. Et malheureusement, ça reste un fléau, puisque vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai vu des femmes qui laissaient leurs derniers mots avant d'aller accoucher, puisqu'elles n'avaient pas la certitude de pouvoir revenir à la maison. Et ça fait très mal de voir ces femmes dans cette situation, tout simplement puisqu'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de personnel pour les prendre en charge. Et l'hôpital des Panzi s'était donné cette mission de pouvoir lutter contre la mortalité maternelle en République démocratique du Congo. Malheureusement, cette mission a été vite déviée car les patientes que nous avions vues venir à l'hôpital, c'était des femmes qui étaient violées avec une extrême violence. Et aujourd'hui, nous traitons 5 à 7 femmes survivant des violences sexuelles qui nous consultent chaque jour. Nous avons déjà traité plus de 70 000 survivantes à l'hôpital des Panzi. Ici, malheureusement, nous voyons le nombre d'enfants qui est en train de s'accroître chaque année. C'est comme si le fait de l'impunité, en fait, le bourreau, il s'attaque aux plus vulnérables, les petites filles, et même parfois les bébés. Ceci nous a amené à pouvoir faire des études pour comprendre ce qui s'est passé. Et cette étude nous a amené à un article que nous avions tout simplement appelé « Viol avec extrême violence » et que nous avions considéré comme une nouvelle pathologie au Sud Kivu, en République démocratique du Congo, car je venais de travailler dans cette région pendant plus de 15 ans et je n'avais jamais traité un bébé violé par un adulte. Et pour la première fois, quand j'avais vu ça, j'avais tout simplement compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans la région et il fallait faire des enquêtes, étudier pour comprendre les phénomènes qui s'est passé autour de moi. Dans cet article, ce que nous avions constaté, c'est que la motivation derrière ces viols était tout à fait une stratégie. Et il y avait une corrélation qui était établie entre les graves violations dont sont victimes les femmes et les enfants et la lutte pour le contrôle des zones riches en minerais. Les victimes qu'on soignait à l'hôpital
venaient des zones où il y avait des conflits armés, et les conflits armés se passaient là où il y avait des minerais. Et en fait, avec ces constats, nous avons essayé de comprendre ce type de viol comme arme de guerre, comment ces viols se pratiquaient. Et en faisant des séries de malades que nous prenions en charge, nous avions constaté que ces viols étaient méthodiques. Méthodiques car il était rare de voir une femme qui avait été violée par une seule personne. Souvent, c'était 3, 4 et souvent, les femmes nous disaient, après le 3e ou le 4e bourreau, j'avais perdu connaissance et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ces viols qui se commettent souvent en public, devant le mari, devant les enfants, devant la communauté, visent tout simplement à torturer la victime devant sa communauté, devant son mari ou ses enfants, sa famille, ou les hommes parfois, qui représentent 1% de notre série, étaient violés devant leurs enfants, une façon souvent de montrer que le bourreau a un pouvoir sur la population assiégée. Souvent, ces viols se commettaient avec des tortures qui ne peuvent pas s'expliquer. Et j'ai eu à soigner des victimes de viols et qui, après avoir été violées collectivement en public, comme si cela ne suffisait pas, leurs organes génitaux étaient détruits par des objets tranchants, contondants, ou même par des armes à feu. Et ceci, en fait, c'est une façon tout simplement de détruire la femme, mais aussi détruire la vie. Les plus jeunes, souvent, sont amenés à un esclavage sexuel et lorsqu'elles reviennent ou libérées enceintes, quand elles sont très jeunes, dans des milieux reculés où elles n'ont pas la possibilité d'accéder à la maternité, à l'hôpital, on s'est retrouvé avec de jeunes parturientes, de jeunes filles, enfants enceintes de 12-13 ans. Et vous pouvez vous imaginer, pour un enfant de 12 ans enceinte, elle ne comprend même pas ce qui vient de lui arriver. Ces viols sont souvent massifs, car des villages entiers les femmes peuvent être violées. Et nous avions eu des villages où 300 femmes étaient violées dans une nuit. C'est pratiquement impossible de pouvoir violer un si grand nombre de femmes dans un endroit sans qu'il y ait une planification préalable pour poser cet acte barbare. Mais lorsque ceci s'est fait en public devant la communauté ou la famille, malheureusement, la femme va être la victime directe, mais toute la communauté devient des victimes indirectes. Et ce que nous avions observé, au départ, moi j'étais sévère avec les hommes qui quittaient leurs femmes, qui disparaissaient après les viols de leurs enfants ou de leurs épouses. Mais quand je commençais à parler avec les femmes, avec les hommes, j'avais compris que tous ces hommes me disaient, depuis que cela m'est arrivé, je ne me sens plus comme un homme. Et cette expression est très forte, puisque ces hommes, en fait, souvent, ils souffrent de l'impuissance, de l'incapacité de pouvoir se remarier ou avoir une autre femme. Et souvent, ils viennent en soins pour cette incapacité qu'ils développent après avoir vécu cette triste histoire de voir leurs femmes ou leurs enfants violés en leur présence. Ces viols sont systématiques car ne tiennent pas compte de l'âge. Il a dit dans la présentation,
j'avais du mal à comprendre. Je crois que c'était la première fois que j'avais vu tout mon staff, nous tous on était effondrés de voir une petite fille de 6 mois avec un appareil génital déchiqueté, violée par un adulte. Difficile à expliquer, difficile à comprendre. J'ai fait une publication scientifique de classification des viols sur les enfants de moins de 5 ans. Et dans cette classification, on s'est aperçu que les enfants le moins âgés, malheureusement, avaient des lésions génitales les plus graves, incluant même parfois la perforation de cul-de-sac de Douglas avec donc la cavité abdominale et les intestins qui sortent par l'appareil génital. Mais lorsque ça arrive aux femmes aussi plus âgées, du fait de leur physiologie, ça crée également des dégâts très importants. Mais nous avons constaté que ces viols utilisés comme armes de guerre ne tiennent pas compte également du sexe, puisque les hommes, lorsqu'ils sont violés en présence de leurs épouses ou leurs enfants, souvent, non seulement le couple est déséquilibré, même si souvent les femmes supportent mieux leurs maris que les hommes supportent leurs épouses, mais quand ça arrive aux hommes, c'est comme si, en fait, la tendance suicidaire est très très élevée, et même si nous faisons une prise en charge psychologique correcte, malheureusement pour les hommes souvent, ça se termine, ils peuvent se stabiliser pendant une courte période, mais beaucoup, malheureusement, finissent par le suicide. Quelles sont les conséquences de ces viols comme armes de guerre? Ça entraîne souvent un déplacement massif de la population. Ça va de soi. Lorsque ça arrive dans un village, souvent les hommes, ils sont les premiers à partir. De honte, ils vont chercher l'anonymat. Et lorsque ça se répète, ça devient répétitif. Ce sont des femmes qui quittent à leur tour le village et progressivement, la population vide le village pour aller chercher la sécurité ou l'anonymat et laisse leur village aux agresseurs qui vont exploiter à leur gré. Il y a une réduction démographique. Ces viols qui sont collectifs entraînent souvent des infections sexuellement transmissibles et qui ne sont pas traitées puisque ça arrive dans des milieux reculés où il n'y a pas de traitement. Et donc, quand ces femmes vont nous voir plusieurs mois après, puisqu'elles ont des douleurs abdominales, puisqu'elles ont des complications, on constate souvent que celles qui font les chlamydia n'auront plus jamais d'enfants. Et donc, ce sont des femmes ou des jeunes filles qui ont été violées à l'âge de 10, 12, 14, 15 ans, mais qui vont se présenter dans nos services, mais elles ont l'appareil génital complètement détruit par l'infection, mais ça peut être aussi par des accouchements non accompagnés avec la destruction de leur appareil génital. Et donc, tout ceci va entraîner la diminution de la fertilité chez ces femmes. Mais également, lorsqu'elles attrapent le VIH, malheureusement pour ces femmes, elles transmettent cette maladie transversalement et tous leurs contacts, elles deviennent comme des réservoirs de virus et ces femmes vont contaminer des personnes autour d'elles et qui vont finalement aussi mourir progressivement, pas du fait du viol, directement du viol, mais vont mourir par cette maladie. Et donc les villages se trouvent avec une réduction démographique par ces transmissions des maladies sexuellement transmissibles. Mais également ici, il y a aussi des conséquences transgénérationnelles, puisque tous les enfants qui vont naître contaminés, ces enfants vont mourir plus tard ou tout simplement vont avoir une vie très difficile du fait d'avoir attrapé le VIH
à la naissance. La troisième conséquence, c'est la conséquence économique. Ce que nous avions observé, c'est que ceux qui commettent ces viols, non seulement ils détruisent les biens de leurs victimes, ils incendient les maisons, ils récoltent à la place de leurs victimes, et lorsque tout ce qu'ils ne peuvent pas prendre, ils mettent le feu. Donc, il y a une volonté de détruire l'économie de leurs victimes pour les assujettir. Et enfin, la destruction du tissu social et de la vie familiale. Je l'avais dit, lorsque les viols se commettent en public, souvent, les familles sont disloquées. Les relations qui existent entre parents, ces relations n'existent plus. Et souvent, les hommes qui disent, depuis qu'on m'a violé, je ne suis plus un homme, je ne suis plus un père. Donc, sa relation avec sa famille a été détruite et il ne se sent plus dans cette position de père de famille. Il ne se sent plus papa des enfants qu'on a violés en sa présence et qui ne pouvaient pas les protéger. Et les mères, ça se passe de la même façon. Les mères ont tellement honte, elles subissent l'exclusion de la famille, de la communauté, et que souvent elles ont le sentiment qu'elles ne sont plus la maman respectée de la communauté. Et donc toute la vie familiale est détruite, et cette destruction du tissu social va tout simplement amener à une perte de cohésion sociale. Et en fait, lorsqu'il n'y a pas de cohésion sociale, il est très très difficile de pouvoir construire ou avoir des projets en commun. Et donc, on peut voir ici que les conséquences des viols comme armes de guerre sont semblables aux impacts des armes classiques, mais malheureusement ici, c'est une arme redoutable et une arme à moindre coût. Les impacts sur le court terme, moyen et long terme, et de manière transgénérationnelle, c'est cette destruction de cette cohésion sociale. Et on voit très bien que tous les enfants qui naissent issus du viol, qui sont rejetés, pour les petites filles, aujourd'hui nous vivons maintenant des grossesses des enfants de 12-13 ans qui deviennent enceintes. Mais les garçons, lorsqu'ils sont rejetés, ils n'ont aucune filiation. On leur refuse même de porter le nom de la famille de leur mère. Le résultat, c'est que ces garçons se retrouvent dans la rue. Et ici, je tiens encore une fois à féliciter Madame Solange Maire, APO, qui prend ces garçons et les aide à avoir une vie de communauté, les scolariser. Et nous travaillons ainsi avec des organisations qui nous aident, puisqu'en fait, ces enfants constituent tout simplement une bombe à retardement. Ceci va amener tout simplement la communauté d'être dans une incapacité organisationnelle, puisqu'il n'y a plus d'autorité. Lorsque les prêtres a été, ou les religieuses ont été violées, il n'y a plus personne qui les écoute. Lorsque ça arrive à la femme du pasteur, il n'est plus pasteur dans son église. Lorsque ça arrive à un chef coutumier, ce chef ne peut plus donner des ordres dans sa communauté. D'où une incapacité organisationnelle. Et si vous voulez vraiment voir une société incapable de s'organiser, allez dans des communautés où le viol a été utilisé. C'est comme si tout le monde est anesthésié. Et en fait, il n'y a pas cette capacité de pouvoir s'organiser pour aller dans une direction commune. Et ceci va entraîner malheureusement l'occupation territoriale comme objectif final de ceux qui commettent ces viols comme armes de guerre. À l'hôpital de Panzi, nous avons organisé des soins, une prise en charge dans un endroit où on essaie d'organiser tout. Et cette prise en charge, nous l'appelons le modèle holistique des Panzi.
Et ici, je vais peut-être expliquer pourquoi nous avons donné à ces modèles le nom de One Stop Center au guichet unique. C'est puisque nous avions constaté que souvent, lorsque vous traitez la femme sur le plan médical et que vous la laissez aller raconter son histoire au psychologue, souvent, quand elle arrive, elle ne peut pas attendre 5 minutes ou elle s'impatiente, ou tout simplement, elle a honte de reprendre son histoire pour la seconde fois, et souvent, elles abandonnaient de faire les soins. Lorsque vous l'envoyez peut-être à une autre personne, par exemple à la police, malheureusement, quand vous la retrouvez après, elle n'a pas pu aller à la police puisqu'elles disent, voilà, on m'a posé tellement de questions que j'avais l'impression qu'on remettait en cause tout ce que j'ai raconté et donc je n'ai pas voulu continuer le processus. Avec toutes ces difficultés, nous avions fait une étude et nous avions compris que la meilleure façon d'aider les victimes de violences sexuelles, c'est qu'elles puissent raconter leur histoire une fois et que vous essayez de prendre le maximum d'informations, que ce soit les informations médicales, psychologiques, les informations sur le plan légal et essayer de savoir leurs besoins. Vous constituez une base de données pour la victime, donc vous la faites parler une fois et après, la prise en charge s'est faite dans un circuit de personnes que la victime connaît. À Panzi, nous avons des mamans que nous appelons des mamans chéries qui aident ces victimes à faire le circuit même au sein de l'hôpital. Et ceci, ça favorise en fait les victimes de violences sexuelles de pouvoir bénéficier de tous les services que nous pouvons donner, même si ces services sont à la carte, du fait qu'elles ont un soutien, une personne qui les accompagne à toutes les étapes, on se rend compte que c'est beaucoup plus facile pour elles, ça leur permet de mettre leur histoire derrière elles que de raconter à chaque fois, quand elles rencontrent une nouvelle personne, de raconter l'histoire ou ce qu'elle a vécu, ce qui la retraumatise. La première prise en charge est une prise en charge médicale où nous avons des moyens que nous utilisons. C'est souvent la prévention des grossesses non désirées après les viols. Nous pouvons faire la prévention des infections sexuellement transmissibles et du VIH. Et nous faisons la chirurgie des lésions génito-urinaires et digestives basses. Souvent, ces traitements dépendent de l'heure ou le moment que la victime se présente dans nos services. Lorsqu'elle se présente avant 72 heures, nous avons la possibilité de donner le kit PEP qui permet de prévenir la survenue d'une grossesse, mais aussi prévenir les infections et prévenir même le VIH. Et à ce moment-là, parfois, nous pouvons être amenés à traiter des lésions génitales qui sont encore fraîches. Mais lorsqu'elles arrivent après 72 heures, nous traitons tout simplement les infections. Et ici, malheureusement, lorsqu'elles ont été contaminées par le VIH et qu'elles viennent avec retard, malheureusement ici, c'est toujours dommage de constater qu'on ne peut plus faire grand-chose pour ces victimes. Nous faisons systématiquement la rédaction d'un certificat médical, même sans réquisition à médecin, puisque nous considérons que lorsque les victimes viennent nous voir dans cet état de choc, souvent elles ne demandent pas la justice et elles ont l'impression que la priorité, c'est d'abord guérir. Et donc c'est seulement plusieurs mois après, lorsqu'elles veulent vraiment se réinsérer dans la communauté, que nous voyons ces victimes revenir pour demander leur certificat médical pour différentes démarches administratives. Donc nous les faisons systématiquement et nous les conservons pour ces victimes. Pour les victimes qui sont très loin, lorsque nous sommes informés par les organisations locales, nous avons une équipe mobile qui se déplace et va aller traiter
ces victimes dans leur milieu d'origine. Et ici, ils vont faire les tris. Tous les cas compliqués seront transférés à l'hôpital. Mais lorsque nous sortons dans des endroits reculés, nous prenons les soins de faire la formation clinique au staff que nous trouvons dans des structures sanitaires, des endroits reculés, et puis nous faisons une sensibilisation sur la prévention des violences sexuelles dans ces milieux reculés. La deuxième prise en charge, c'est la prise en charge psychologique. Au début, nous traitions médicalement les femmes à l'hôpital. On s'était aperçu que notre traitement médical était insuffisant. Ces femmes revenaient avec des plaintes somatiques qui ne finissaient pas. Et à la fin, on avait réalisé qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Nous avons pu faire certaines études avec nos collègues psychologues et nous avions mis des protocoles en place pour prendre en charge les victimes de violences sexuelles. Mais ces protocoles, nous les avions mis en 4 niveaux, puisque au niveau communautaire, nous utilisons les relais communautaires. Ce sont des personnes qui font la sensibilisation dans des villages ou dans des quartiers et qui peuvent permettre aux victimes de pouvoir donc savoir ce qu'elles doivent faire lorsqu'elles sont victimes d'un viol. Mais au niveau des centres de santé, nous avons des assistants psychosociaux qui conseillent et orientent les victimes en fonction des lésions et de leur état psychologique. Au niveau des hôpitaux généraux de référence, nous avons des psychologues cliniciens qui, eux, font la prise en charge des patientes lorsqu'elles ont des problèmes liés à ces traumatismes qu'elles ont subis, qu'est le viol. Et donc, au niveau tertiaire, nous avons des psychiatres qui interviennent lorsque parfois les victimes, on n'arrive pas à les aider sur le plan psychologique et qu'elles développent des symptômes psychiatriques. Et ici, souvent, nous les référons aux psychiatres. Lorsqu'elles arrivent, ces victimes, sur le plan psychologique, on doit d'abord s'occuper de la phase aiguë, puisque souvent elles viennent, elles ne peuvent pas dormir, elles ne peuvent pas manger, elles ont des difficultés relationnelles, etc. Et nous avons des thérapies, des soutiens, qui sont des thérapies brèves, mais aussi on peut utiliser la thérapie d'exposition narrative, où nous avons quelques séances, donc elles peuvent les faire quand elles sont en hospitalisation. Mais pendant ces moments, nous travaillons beaucoup avec la médiation familiale, puisque la plupart de ces troubles psychologiques que les femmes développent, c'est ce fait d'être exclues de la communauté, être rejetées par le mari, parfois même rejetées par ses propres enfants. Et en fait, ça crée une forme de traumatisme pour les victimes que souvent, lorsque vous les traitez sans pouvoir faire intervenir son milieu, donc sa famille, ça prend beaucoup plus de temps et parfois vous avez des résultats spectaculaires lorsque ces femmes sont traitées en famille et que leur famille surtout les accepte. Nous sommes en train de publier un article où on veut voir la thérapie lorsque, par exemple, on fait la musicothérapie et qu'on associe les hommes, ou on associe les hommes de la famille, où le mari aussi participe. Et quels pourraient être les résultats? Les résultats préliminaires montrent très bien que déjà, si les hommes de la communauté participent à cette thérapie par l'art, par la musique, les femmes guérissent plus rapidement que lorsqu'on faisait tout simplement cette thérapie avec les femmes seules. Mais nous faisons également des thérapies, des processus cognitifs dans le cadre de la thérapie, donc de la prise en charge dans la thérapie aiguë. Mais on a aussi des thérapies à long terme, et ici, et souvent, comme je viens de le dire, nous utilisons la musicothérapie, et il y a beaucoup d'études faites à Panzi qui montrent en fait l'impact ou l'effet de la musique sur
le traumatisme des violences sexuelles. Nous avons les différents arts que nous utilisons pour soigner nos victimes, mais aussi on peut utiliser la thérapie comportementale cognitive qui peut durer beaucoup plus longtemps, ou même la thérapie par les jeux chez les enfants qui ont subi des viols, que nous prenons en charge dans des centres. Souvent, c'est une thérapie qui est basée sur les jeux et les dessins. Et ceci, on peut le faire pendant très longtemps pour soutenir ces enfants. Le troisième pilier de notre prise en charge, c'est l'appui socio-économique. Et ici, on s'est aperçu que lorsque les femmes se portent bien sur le plan physique et que sur le plan mental, psychologique, elles vont mieux, mais lorsqu'elles n'ont pas la possibilité de retourner dans leur communauté, lorsqu'elles ne sont pas autonomes et qu'elles doivent dépendre des autres, leur guérison se fait difficilement. Souvent, elles refusent même de quitter l'hôpital du fait qu'elles se posent la question de savoir où elles vont aller s'installer. Ainsi, nous avions créé ce troisième pilier qui est la prise en charge socio-économique, où nous avons différentes formations et programmes de scolarisation pour tous les enfants de moins de 18 ans. Nous les scolarisons, soit ces enfants peuvent faire une scolarité normale si lorsqu'ils nous arrivent à l'hôpital, ils peuvent encore les faire, ou alors on a des systèmes de scolarisation accélérés pour les enfants qui ont perdu beaucoup d'années dans la forêt ou dans l'esclavage sexuel. Nous donnons de nouveaux profils professionnels aux victimes de violences sexuelles. On fait l'alphabétisation, et ici c'est très important, puisque lorsque les femmes décident de s'élancer, par exemple dans le business, et qu'elles ne savent pas écrire, ni lire, c'est très compliqué. Et ici, je voulais surtout insister sur le mutuel de solidarité ou des associations villageoises d'épargne et de crédit, que je trouve comme étant des méthodes qui peuvent permettre en fait aux femmes de travailler ensemble, s'associer, travailler ensemble. Et pour moi, j'ai vraiment espoir que ce sont ces femmes qui vont reconstruire mon pays, puisque leur capacité de travailler ensemble, de se faire confiance, et de produire ensemble et pouvoir faire avancer la cause de leurs membres me montre très bien qu'elles sont en train de tisser un tissu social qui était détruit, de refaire cette cohésion sociale qui était détruite par cette violence. Nous faisons également différentes activités génératrices de revenus, l'agriculture, l'élevage, menuiserie et le petit commerce. La dernière chose que nous faisons, lorsque dans ces mutuelles de solidarité, nous avons des femmes qui ont des enfants et qui ont pu travailler, montrer qu'elles ont la capacité de créer, qu'elles peuvent produire, puisque nous avons un système de faire le suivi de leur travail. Et pour ces femmes qui ont été rejetées par leurs époux et qui ont la capacité de travailler pour elles-mêmes et lorsqu'elles ont des enfants, nous avons un programme d'un toit pour les survivantes et pour leur donner la dignité. Et là, sur la photo, vous voyez là où cette femme vivait avant que nous la prenions en charge. Et par son travail, nous l'avons soutenue. Elle a acheté le terrain et la Fondation Panzi l'a aidé à avoir une habitation digne. Ce qui fait quand même que dans la communauté, de plus en plus, ces femmes prennent la parole, ces femmes ont une capacité de pouvoir se défendre et se protéger, puisque
elles ont compris que même si les maris les rejettent, elles ont une capacité, une potentialité de pouvoir faire le travail par elles-mêmes. Et c'est lorsque ces femmes arrivent à ces niveaux, physiquement elles se portent bien, psychologiquement elles vont assez bien, et économiquement elles sont capables de nourrir leurs enfants, elles ont un toit, leurs enfants peuvent aller à l'école. C'est à ce moment-là que ces femmes reviennent vers nous pour réclamer la justice. Et c'est le quatrième pilier que nous avons, l'assistance légale. Dans ces piliers, nous faisons l'éducation aux droits pour permettre aux femmes de connaître leurs droits. En République démocratique du Congo, nous avons une des meilleures constitutions en ce qui concerne l'égalité du genre. Mais malheureusement, souvent, les femmes ne sont pas au courant de leurs droits et donc ne savent pas réclamer leurs droits. Nous faisons la sensibilisation sur le droit de la femme et surtout, nous travaillons beaucoup avec les hommes pour la masculinité positive, puisque nous considérons que les femmes ont déjà fait beaucoup. Il y a un siècle, les femmes, même en France, ne pouvaient pas voter. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des évolutions. Les femmes ont arraché beaucoup de droits et il appartient maintenant aux hommes de pouvoir s'engager avec les femmes pour que nous ayons cette égalité des humains, puisque nous sommes égaux et nous devons nous battre ensemble pour que cette égalité soit effective dans nos sociétés. Et ici, nous travaillons beaucoup avec des jeunes dans les écoles et dans les universités pour prêcher en fait cette masculinité positive. Nous faisons la formation des leaders locaux et du personnel judiciaire. Les leaders locaux, puisqu'en fait, ils ont un rôle très très important dans la communauté. Et je pense que, peut-être dans mon livre, je l'ai écrit, il y a des communautés où nous sommes arrivés, nous avions trouvé que les femmes, la façon de traiter les femmes était quand même tout à fait spéciale. Et qu'il y avait des fenêtres où on sentait très bien que les femmes étaient respectées, mais lorsqu'on arrivait à cette question des viols, malheureusement, les communautés considéraient comme si, en fait, les femmes, c'était un droit de pouvoir traiter ces femmes de cette façon. Et en travaillant avec des leaders communautaires, nous avons pu changer des choses où on a vu très bien que, assez rapidement, les gens pouvaient évoluer et comprendre qu'ils doivent respecter le droit des femmes. Nous avons fait aussi, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur l'implémentation des cliniques juridiques pour permettre à ce que dans chaque village, ils aient une forme de clinique juridique où ils peuvent, lorsqu'il y a un problème dans le village, que les gens peuvent se réunir, qui ont été formés comme des parajuristes, et permettre à ce que la discussion, surtout lorsqu'il s'agit des droits des femmes, puisse se faire en intéressant également les chefs de village et permettre à ce que finalement ces droits des femmes puissent être respectés. Nous faisons les chambres foraines, c'est en fait les juges qui se déplacent dans le village pour aller juger les crimes sexuels dans ces villages, là où le crime a été commis, devant la population. Et ça, c'est une façon aussi d'aider la population à comprendre que la violence sexuelle, c'est contre notre loi, je viens de dire, notre constitution est très claire par rapport à cette question, mais il y a des coutumes rétrogrades qui font continuer ces pratiques. Et nous faisons toutes nos consultations gratuites, conseils ou orientations. Nous avons, aujourd'hui, nous travaillons avec 12 avocats qui travaillent à temps plein chez nous, qui peuvent accompagner les victimes de viols devant les cours et tribunaux. Et enfin, malheureusement, souvent, lorsque les femmes ne peuvent pas, la Fondation Panzi paye des frais de justice et honoraires des avocats pour permettre à ce que ces crimes ne puissent pas rester impunis sous prétexte que la victime n'a pas les moyens
de faire face ou d'accéder à la justice. Et ici, en fait, nous avions publié un cas, le cas des Kavumu, où il y avait plus de 200 enfants qui étaient violés par un seigneur de guerre et qui étaient protégés, puisque ces seigneurs de guerre étaient aussi députés. Et nous avions été à maintes reprises voir les autorités judiciaires et on nous disait toujours, voilà, il faut d'abord enlever son immunité parlementaire avant de les poursuivre. Et heureusement qu'un jour, nous sommes tombés sur un juge militaire qui, après lui avoir montré les photos et la façon de faire, donc ces enfants, c'était un viol systématique d'enfants de moins de 5 ans qui étaient violés et ramenés à leur famille, mais dans un état de délabrement génital que je ne saurais pas vous expliquer. Et en fait, pendant plus de 3 ans, on s'est battu. Et quand ces juges militaires a pris cette affaire, en fait, ce seigneur de guerre a été condamné à perpétuité. Et depuis qu'il a été condamné, dans ce village, on n'a plus jamais violé un enfant. Et cet article, je l'ai mis pour dire la force de la justice, puisqu'en République démocratique du Congo, ce qui s'y passe est très bien documenté par les Nations Unies, documenté par les ONG, mais malheureusement, l'impunité permet à ce que ces bourreaux puissent continuer à commettre ces crimes odieux sur les femmes. Et moi, je crois fermement qu'on ne peut pas, en fait, construire la paix sans justice. La justice, elle est importante, et ce cas de Kavumu est une illustration. On n'aurait pas pu atteindre 200 enfants violés si, en fait, la justice avait intervenu à temps. Avec ces 4 piliers, nous constituons ce que nous appelons le modèle de One Stop Center, donc des guichets uniques, le modèle des PANSI, des prises en charge des victimes de violences sexuelles. Aujourd'hui, nous sommes en train d'implanter ces modèles là où il y a de besoins. Et ici, sur les photos, je vous montre, nous avons construit des centres hospitaliers à Mulamba, à Bulenga, nous sommes à Kinshasa, mais également, nous sommes en train de partager cette expérience avec d'autres pays, comme la République centrafricaine. Nous avons un projet Nengo que nous faisons avec 4 autres organisations internationales pour soutenir les femmes centrafricaines dans la prise en charge des violences sexuelles. L'hôpital des Panzi y envoie, pour le moment, nous avons 3 experts, donc un chirurgien gynécologue, un psychologue et une assistante psychosociale pour non seulement prendre en charge les victimes à Bangui, mais aussi former localement pour la prise en charge de ces victimes de violences sexuelles. Et comme je viens de le dire, cette duplication du modèle holistique des Panzi, nous sommes également en train de l'étendre, par exemple en Irak, au Burundi, nous avons été en Guinée-Conakry, et tout ce qu'on peut constater, c'est que lorsque nous prenons en charge les victimes de violences sexuelles, avec ces modèles, on peut transformer la souffrance en une force. Lorsque les victimes entrent comme victimes et qu'il y a une prise en charge médicale, une prise en charge psychosociale, une prise en charge socio-économique et une assistance légale, souvent, ces femmes vont sortir de ces modèles comme des survivantes. Et ces survivantes me surprennent beaucoup, puisque je trouve que ce sont des femmes qui sont transformées, capables de se battre non seulement pour leurs droits, mais aussi pour le droit de leurs enfants et les droits de leur communauté, alors que ces communautés ne les avaient pas protégées. Et c'est ça la force des femmes. Je vous remercie.